Bonjour à toutes et à tous, et merci de me rejoindre pour cette nouvelle étape de votre traversée du Soulier de Satin, avec derrière moi les navires du scénographe Yanis Kokos pour la mise en scène de Vitesse. Je remercie la Narate qui m'a demandé de vous parler de la place de la bouffonnerie, c'est-à-dire du comique énorme et farcesque, dans le chef-d'œuvre de Paul Claudel et dans les mises en scène d'Antoine Vitesse et d'Olivier Py. Je commencerai donc par contredire ce qu'une réputation aussi tenace qu'erronée voudrait nous faire croire. Paul Claudel a beau être un grand poète lyrique, il n'est pas un auteur sérieux, austère et dogmatique. Le Soulier de Satin est une immense somme théâtrale, lyrique, épique, philosophique, mais c'est aussi une grande œuvre comique. Dès 1914, après la parution de Proté, sa première pièce ouvertement farcesque, Claudel décrivait dans une lettre à sa belle-sœur le plaisir qu'il avait à détruire sa réputation de poète catholique et sérieux. Je cite: Je suis ravi du scandale causé par Proté. Rien n'est plus désagréable et chatouillant qu'une auréole d'apôtre à l'occiput. Et je suis enchanté d'avoir réussi à l'endommager, plus heureux que mes enfants à qui je conseille chaque jour de s'exercer à attraper leur oreille avec les dents. À première vue, on pourrait croire que les scènes bouffonnes du Soulier ne servent qu'à introduire de la variété dans cette pièce qui nécessite 11 heures de représentation et à raccrocher l'attention du public après de longues scènes lyriques. Mais la distinction entre les parties comiques et les parties sérieuses, entre bouffonnerie et lyrisme, perd beaucoup de son sens chez Claudel parce qu'il ne cesse de les entremêler. Comme le dit l'annoncier, c'est ce que vous ne trouverez pas drôle qui est le plus amusant. Il serait donc faux de croire que le rire chez Claudel n'est qu'une récréation due à des intermèdes purement gratuits, et que le sens profond du Soulier ne serait à chercher que dans les scènes les plus sérieuses. En 1951, dans une interview radiophonique, Claudel explique, je cite, que les parties comiques du Soulier de Satin ne sont pas du tout des hors-d'œuvre, mais sont des éclairages latéraux qui permettent mieux de suivre l'ensemble de l'action. De façon assez baroque, Claudel profite des passages apparemment les plus absurdes ou gratuits pour y dissimuler des idées qui lui tiennent à cœur, idées qui reprennent en écho celles qui sont exprimées dans les parties sérieuses, ou au contraire, des idées qui viennent faire contrepoint, porter la contradiction, introduire de la tension, du débat. Comme le dit Turelure, héros de L'Otage, une pièce antérieure de Claudel, oui, c'est une plaisanterie, mais une plaisanterie sérieuse. Antoine Vitesse et Olivier Py ont bien compris cette importance capitale de la bouffonnerie dans la construction du sens de la pièce, et ils lui ont accordé une place toute particulière dans leur mise en scène, chacun à sa manière et selon sa propre esthétique. Je vous propose donc d'étudier quelques scènes bouffonnes du Soulier de Satin en suivant les différentes fonctions que remplit le comique dans la pièce, c'est-à-dire d'abord la mise à distance du drame, ensuite la satire du monde, et enfin l'autodérision claudélienne. Je commence par la scène de l'annoncier, que vous avez déjà visionnée, et dont nous commenterons demain les versions de Vitesse et de Py. Je voudrais vous montrer que cette ouverture bouffonne est essentielle pour mettre le spectateur dans l'esprit de la pièce et le guider vers sa signification profonde. Avec l'annoncier, Claudel se met en scène dans sa pièce en tant qu'auteur qui parle directement à son public. L'annoncier est une figure de présentateur, de maître de cérémonie qui dirige le spectacle, l'équivalent d'un meneur de revue de music-hall ou d'un monsieur loyal du cirque. Mais c'est un présentateur bouffon. Pourquoi l'auteur s'introduit-il dans sa pièce sous la forme d'un clown? Il s'agit tout d'abord pour Claudel de revendiquer la théâtralité de sa pièce, donc de briser l'illusion dramatique. Claudel construit sa dramaturgie sur le refus du naturalisme et de l'illusion.
il faut sans cesse rappeler au spectateur que ce n'est pas la vie qu'il a devant lui, mais uniquement du théâtre. C'est pourquoi l'annoncier brise le quatrième mur en s'adressant au public, décrit le décor en insistant sur le fait qu'il ne s'agit que d'une représentation picturale. Il déclame la première réplique du père jésuite avant que celui-ci ne la dise, ce qui prouve que le père jésuite n'est qu'un acteur qui récite un texte appris par cœur. Ce geste de dénonciation de l'illusion va tellement à l'encontre des habitudes des spectateurs de l'époque qu'il est déjà un geste comique, en ce qu'il transgresse toutes les normes communément admises. C'est un peu comme un tour de magie effectué par un illusionniste qui viendrait ensuite, comme par maladresse, révéler les trucages de son numéro. Et cela amuse beaucoup Claudel de bousculer les habitudes de ses spectateurs. Les bouffonneries de l'annoncier montrent aussi que Claudel refuse de se prendre au sérieux et veut empêcher le spectateur de prendre la pièce pour argent comptant. Le Soulier est une œuvre imprégnée d'une grande spiritualité, mais la religion pour Claudel ne saurait être austère. La religion de Claudel ne peut être que sensuelle, gourmande, vitale, joyeuse. Claudel adorait faire les plaisanteries les plus irrévérencieuses en matière de religion. Par exemple, au début de la troisième journée, lors de la grande scène religieuse de la cathédrale de Prague, Claudel fait apparaître, à la fin d'une très longue litanie de saints, un saint imaginaire, un saint burlesque, saint ad libitum, c'est-à-dire, en traduction approximative, sainte, etc. De même, Don Rodrigue, dans la quatrième journée, fait dessiner des portraits de saints burlesques aux peintres japonais. Et quand l'ambassadeur Don Mendes Leal s'indigne de ce manque de respect pour les choses sacrées, Rodrigue lui répond « Le respect, toujours le respect. Le respect n'est dû qu'aux morts et à ces choses non pas dont nous avons usage et besoin. » Les clowneries de l'annoncier sont donc là pour nous avertir que dans le soulier de satin, la religion ne se prend pas au sérieux, et surtout que Claudel voit le sacré comme une chose utile, dont nous avons usage et besoin, et pas une assiette en porcelaine précieuse et fragile que l'on protège derrière une vitrine sans jamais l'utiliser. Les bouffonneries de l'annoncier servent enfin à instaurer une forme de distanciation, et j'emploie exprès ce mot qui est la traduction d'un concept forgé par Brecht environ 10 ans après le début de l'écriture du Soulier. Pour Claudel, comme pour Brecht après lui, le théâtre met en scène des pièces qui doivent être vues comme des paraboles. Il faut donc inciter les spectateurs à dépasser l'histoire, l'anecdote, pour aller vers le sens. Le Soulier de satin est une œuvre qui se veut amusante, pleine d'épisodes romanesques, de jeunes femmes enlevées par leur amant ou s'échappant des griffes de leurs gardiens, de héros victimes de pirates, d'auberges attaquées par des brigands, de forteresses assiégées, d'explorateurs qui font le tour du monde, bref, tout un matériau romanesque, populaire, digne des romans d'Alexandre Dumas, mais que Claudel traite avec humour, à la blague. De même, le XVIe siècle du Soulier est, comme le dit Olivier Py, un XVIe siècle de pacotille, rempli de personnages avec des chapeaux pointus, de jolies fraises autour du cou et des collants sur les jambes. Donc on est loin de la volonté romantique de la reconstitution historique exacte. En fait, Claudel joue sur le comique du pittoresque. La distance humoristique nous incite à ne pas prendre ce matériau narratif trop au sérieux et à le dépasser pour nous intéresser à la signification politique, philosophique et spirituelle de l'œuvre. Les bouffonneries de l'annoncier, qui mettent les histoires de la pièce à distance, servent aussi à instaurer une distanciation par rapport au tragique, qu'il soit historique ou autobiographique. On remarquera d'ailleurs que l'annoncier introduit par des bouffonneries l'une des scènes les plus terribles de la pièce, celle du père jésuite, crucifié sur un bateau à la dérive au milieu de l'Atlantique, entouré des cadavres des marins et des passagers, dont des religieuses. Il y a plusieurs façons d'aborder la question du mal et de la souffrance humaine. La première consiste à l'ignorer ou à l'occulter
en écrivant des comédies légères et des bluettes sentimentales. La deuxième consiste à s'en indigner, à la mettre en scène de façon brutale pour espérer réveiller les consciences. Claudel, lui, choisit une troisième voie qui consiste à l'aborder frontalement, mais à tenter de la dépasser par l'espérance, l'optimisme, l'affirmation de la joie de vivre et la bonne humeur, bref, par le travail de la foi. C'est pour cela que Le Soulier a pour sous-titre « Le pire n'est pas toujours sûr » et qu'il accorde une si grande place à la bouffonnerie. Claudel écrivait à Jean-Louis Barrault en 1951, je cite, « La farce que je considère comme la forme exaspérée du lyrisme et l'expression héroïque de la joie de vivre. » L'expression héroïque de la joie de vivre. Cette joie n'est donc pas donnée sans effort, ce n'est pas un optimisme béat, c'est le fruit d'un combat délibéré et héroïque contre soi-même, contre le désespoir, contre la dépression, contre le tragique. Les bouffonneries de l'annoncier viennent donc instaurer une prise de distance par rapport au mal historique. Le Soulier évoque les guerres de religion qui ont ensanglanté l'Europe, le désastre de l'invincible armada espagnole ou la colonisation de l'Amérique et ses violences. Mais Claudel traite ces épisodes sanglants en adoptant le point de vue de Sirius. Vu du ciel, toutes ces violences deviennent agitation de petites fourmis ou de marionnettes. C'est pourquoi la scénographie de Yannis Kokos, chez Vitesse, fait très justement de la scène du Soulier un immense plateau de jouets avec des petits bateaux, un petit cheval de bois, des petits monstres marins. Cette distance humoristique, instaurée dès le départ par l'annoncier, permet à Claudel d'affirmer la leçon de la foi, c'est-à-dire la confiance en une issue positive. Comme le dit Donia Music, de tous ces mouvements épars, je sais bien qu'il se prépare un accord, puisque déjà ils sont assez unis pour discorder. Les bouffonneries de l'annoncier viennent également annoncer une prise de distance de Claudel avec le drame de sa propre vie, c'est-à-dire son histoire d'amour passionné et adultère avec Rosalie Vetch, qui s'est très mal fini pour lui et qui a failli le faire sombrer dans la folie. Quand Claudel écrit Le Soulier, plus de 15 ans se sont écoulés depuis ce drame. Lui et Rosalie se sont revus, se sont expliqués, et depuis 1917, Claudel sait que de leur union est née une fille, Louise. Il peut donc enfin répondre à la question qui le torturait: pourquoi m'est-il arrivé une telle chose à moi qui voulais être un bon chrétien? Et surtout, il peut enfin se dire que cette épreuve était nécessaire et bonne. C'est d'ailleurs pourquoi le père jésuite ouvre Le Soulier de satin en disant « Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché ». Le père jésuite crucifié, ce ne sont pas seulement les violences de la découverte de l'Amérique, c'est aussi Claudel, crucifié par sa grande histoire d'amour, impossible et tragique. La bouffonnerie qu'introduit l'annoncier est donc liée au fait que Le Soulier est pour Claudel l'occasion de mettre en scène le travail du détachement face aux tortures de l'amour, de l'ambition, du désir de faire carrière, de réussir sa vie selon des critères purement terrestres. Certes, le spectateur ne peut pas percevoir tout cela dès la première scène, mais ce qui importe, c'est que l'annoncier invite le spectateur à prendre du recul. Du recul par rapport à l'histoire de la pièce, par rapport à l'histoire avec sa grande H, comme disait Georges Perec, et par rapport à soi-même. C'est ce que j'appellerais la distanciation de la foi et de la bonne humeur. L'annoncier réapparaît au début de la deuxième journée, juste avant un autre moment dramatique, lorsque Rodrigue, grièvement blessé, est soigné chez sa mère, et que Prouez, qui a échappé à son gardien, Don Balthazar, se retrouve dans le même lieu que lui, mais décide finalement de partir sans le voir. Je vous propose de regarder l'apparition de l'irrépressible, joué par Michel Faux, dans la mise en scène d'Olivier Py, deuxième journée, scène 2. Allons, maintenant! Et le public s'impatiente!
Vite, je vous prie! Presto! Enlevez-moi ça! Démence et plancher! Manon est bien théâtre. Non, j'aurais dû attendre mon costume. Mais je n'ai pas eu la patience de moisir dans cette loge où l'auteur me tient calfeutré. 20 fois l'habilleuse apparue à la porte. Et c'est toujours pour un autre que moi qui reste là à galoper sur place, ma chaise devant la glace. Il se défie de mon ardeur. Je mène les choses trop vite. En 2 foulées, nous serions au but et le public serait trop content. C'est pourquoi l'auteur me tient en réserve. Un encas, si je puis dire, avec tout un peuple de figurants qui fait un grand bruit de pied dans les greniers de son imagination. Et dont vous ne verrez jamais la figure. Mais moi, on ne me contient pas si facilement. Je fuis comme un gaz par-dessous la porte et je détonne au milieu de la pièce. Attention, ça va marcher. Je m'envole sur mon bidet magique. Nous ne sommes plus à Cadix, nous sommes dans la Sierra quelque chose, au milieu d'une de ces belles forêts qui ont fait la célébrité de la Catalogne. Un pic, c'est là qu'est le château de Don Rodrigue. Don Rodrigue est ici, fort mal en point. Sa blessure le chatouille, je crois bien qu'il va crever. Non, je me trompe. Il guérira ou la pièce serait finie. Bon, je vous présente la maman de Don Rodrigue. La... Restez où vous êtes. Vous attendez que j'aille vous chercher, sacrebleu. Qui vous a dit de venir? Sortez. Sortez. La maman de Don Rodrigue. La maman de Don... Bon, Donia quelque chose. Honoria, vous va-t-il? Ou Hortense? Unac aussi est mignon. Elle avait bien besoin d'entrer. J'allais justement vous faire son portrait. C'est vexant ce qui m'arrive. Mais c'est pour ça que j'ai pas pu être peintre. Les personnages commencent à exister tout à coup, avant que je leur ai fendu l'œil. Regardez. Je dessine Donia Honoria. Ah ça c'est Hortense tout craché. Eh bien je ne lui aurais pas mis ses boucles d'oreilles. Elle commencera à me tirer la langue et qu'elle se décollera du dos de cet employé comme Marguerite du crâne de Jupiter. Quand je fais un chien, je n'ai pas achevé le derrière qu'il commence à remuer la queue et qu'il se sauve sur 3 pattes sans attendre la tête. Mais enfin quoi? Vous la verrez bien vous-même tout à l'heure. Non, maintenant c'est plus le soleil du matin. Il fait tard. Il y a un beau clair de lune. Attention là! Descendez les bandes d'air! La RCB sur résistance! Ah, le projecteur avant-scène côté jardin. Maintenant que nous avons l'atmosphère voulue, je vous demande la permission de vous amener Donia Prouez. Quel nom! Comme ça lui donne un petit air vraisemblable. Donia Prouez est arrivée ici dans le costume que vous avez vu le temps que vous voudrez, car vous savez qu'au théâtre, nous manipulons le temps comme un accordéon, à notre plaisir. Les heures durent, les jours sont escamotés. Rien de plus facile en effet que de faire marcher plusieurs temps à la fois dans toutes les directions. À vrai dire, je crains que les nerfs de madame n'aient succombé à tant d'émotions. C'est pas qu'elle soit précisément dérangée, mais elle a reçu un coup. Elle est fixée. Ses idées ne bougent plus. Est-ce qu'elle a réussi à voir son amant? Pas du tout. Rodrigue est à sa mère qui en prend soin. Elle prend soin de tous les deux. Tous deux, séparés par d'épais murs,
parcourt en vain pour essayer de se rejoindre les escaliers du délire. Je vais les chercher. Comme l'annoncié au début de la pièce, l'irrépressible vient briser l'illusion dramatique, recréer de la distanciation et réaffirmer la théâtralité, en invoquant le public qui s'impatiente, en parlant des ambiances lumineuses créées par les projecteurs, en jouant comiquement sur la fausse entrée de Donia Honoria, qui arrive trop tôt en scène, ou en affichant avec désinvolture les contraintes du scénario. Rodrigue ne peut pas mourir, sinon la pièce s'arrêterait trop tôt. Et enfin, il affiche l'arbitraire de la création lorsqu'il présente le personnage, la maman de Don Rodrigue, Donia quelque chose, Honoria vous va-t-il? Dans cette scène, Olivier Py pousse la bouffonnerie beaucoup plus loin que Vitesse parce qu'il fait entrer Michel Faux presque entièrement nu. Et beaucoup d'amateurs de Claudel ont trouvé à l'époque que cette plaisanterie était de très mauvais goût. Mais je voudrais défendre ce choix qui me semble en fait très claudélien. D'abord, l'irrépressible entre en scène en disant « J'aurais dû attendre mon costume, mais je n'ai pas eu la patience de moisir dans cette loge. » S'il n'a pas son costume, il est donc logique qu'il soit nu. Mais surtout, l'irrépressible, en plus de son rôle d'annoncier, est l'allégorie de l'imagination créatrice de l'auteur, de son énergie créatrice irrépressible et impatiente, de la boulimie de son imagination, qui fait dire à Claudel dans la préface qu'il faut que tout ait l'air provisoire, en marche, bâclé, incohérent, improvisé dans l'enthousiasme. Et c'est là qu'on retrouve le vitalisme de Paul Claudel. Avant de se convertir au catholicisme, Claudel était imprégné des idées de Schopenhauer et de Nietzsche sur la volonté et la volonté de puissance. Et il sacralisait de façon très païenne le désir, la volonté, la force vitale, l'énergie qui fait pousser les plantes et bouger les animaux, bref, la force créatrice de la nature. En se convertissant au catholicisme, Claudel n'a pas complètement renoncé au vitalisme. Il l'a christianisé. Il fait l'éloge de la puissance prodigieuse de la création divine. Par exemple, lorsqu'il décrit l'exubérance de la jungle amazonienne, qu'il transpose de façon cocasse en Sicile dans la deuxième journée. Ou encore lorsqu'il feint de se plaindre, avec l'irrépressible, des soucis que lui cause le caractère éruptif de sa propre imagination. Or, la nudité est un très fort symbole de fécondité et de vitalité. D'ailleurs, Claudel avait eu l'audace inouïe dans les premières de ses œuvres, Tête d'or en 1889 et L'Échange en 1893, de faire apparaître son héros nu en scène. Certes, ces pièces n'étaient pas destinées à être représentées dans l'immédiat, mais Claudel fera scandale en 1921 en faisant évoluer nu le danseur Jean Borlin dans le ballet qu'il a écrit avec Darius Milhaud, L'homme et son désir. Le choix d'Olivier Py de faire jouer l'irrépressible, nu, et d'en tirer toutes sortes d'effets potaches, me semble donc très pertinent. Et on retrouve dans ce choix le fait que derrière l'apparente gratuité bouffonne se profilent les thèmes les plus sérieux de l'œuvre, ici le vitalisme. Après la question de la distanciation bouffonne, du détachement face au monde et à soi-même, je voudrais dans un deuxième temps aborder une autre fonction de la bouffonnerie, qui est de porter la satire du monde comme il va, du monde tel qu'il est. D'où les représentations bouffonnes des figures du pouvoir politique ou intellectuel, rois et surtout ministres, courtisans, ambassadeurs et, en genre que Claudel aime particulièrement à tourner en dérision, les professeurs. De façon assez classique, la farce est ici au service de la satire du pouvoir et des classes dominantes, les gens bien, les bien-pensants, mais aussi de la satire des ambitions terrestres, la soif du pouvoir, de la richesse, de la gloire ou de la domination intellectuelle, qui apparaissent comme illusoires et vaines. Les figures de courtisans ou de professeurs grotesques ne manquent pas dans le soulier.
Je vous propose donc de nous arrêter sur la scène 2 de la 3e journée, qui met en scène le professeur de l'université de Salamanque, dont Léopold Auguste. Voici donc le début de la scène dans la version de Vitesse, avec Daniel Martin et Gilbert Villon, puis un autre extrait de la même scène dans la version d'Olivier Py, avec John Arnold et Jean-François Perrier. La mer est toute parsemée de petites îles, dont chacune est décorée d'un fumet blanc. Nous sommes tombés, paraît-il, au milieu d'une migration de baleines. Baleine, m'a dit le commandant, est le terme vulgaire pour désigner ces animaux, Cetus magna. Leur tête, qui est comme une montagne creuse, toute remplie de sperme liquide, montre dans le coin de la mâchoire un petit œil, pas plus gros qu'un bouton de gilet. Et le pertuis de l'oreille est si étroit qu'on n'y fourrerait pas un crayon. Vous trouvez ça convenable? C'est simplement révoltant. J'appelle ça de la bouffonnerie. Et penser que la nature est toute pleine de ces choses absurdes, révoltantes, exagérées, nul bon sens, nul sentiment de la proportion, de la mesure et de l'honnêteté, on ne sait où mettre les yeux. Et tenez, en voici une qui s'est mise tout debout comme une tour et qui, d'un tour de queue, pivote pour embrasser l'horizon. Ce n'est pas plus difficile que ça. Dieu me pardonne, je vois un de ces monstres qui s'est mis sur le flanc et un baleineau qui s'est accroché à son pied comme une île qui se consacrerait à l'exploitation d'une montagne. Révoltant, dégoûtant, scandaleux, là, sous mes yeux, un poisson qui tète. Ah. C'est un grand mérite à votre magnificence que de vous exposer à toutes ces rencontres incongrues, quittant cette chair sublime à Salamanque, d'où vous faisiez la loi à tout un peuple d'étudiants. C'est l'amour de la grammaire, monsieur, qui m'a comme ravi et transporté. Mais peut-on aimer tant la grammaire, dit Quintilien? Quintilien dit ça. Belle grammaire, chère grammaire, délicieuse grammaire, fille, épouse, mère, maîtresse et gagne-pain des professeurs. Tous les jours, je te trouve des charmes nouveaux. Il n'y a rien dont je ne sois capable pour toi. La volonté de tous les écolâtres d'Espagne m'a porté. Le scandale était trop grand, je me suis jeté au pied du roi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui arrive aux Castillans? Tous ces soldats à la brigande, lâchés tout nus dans ce détestable nouveau monde, est-ce qu'ils vont nous faire une langue à leur usage et commodité, sans l'aveu de ceux qui ont reçu patente et privilèges, ne fournir à tout jamais les moyens d'expression? Une langue sans professeur, c'est comme une justice sans juge, comme un contrat sans notaire, une licence épouvantable. On m'a donné à lire leurs copies, je veux dire leurs mémoires, dépêches, relations, comme ils disent. Je n'arrêtais pas de marquer des fautes. Les plus nobles mots de notre idiome employés à des usages autant nouveaux que grossiers. Ces vocables qu'on trouve dans aucun lexique, est-ce du toupie, de l'aztèque, de l'argot de banquier ou de militaire, et qui s'exhibent partout sans pudeur, comme des Caraïbes emplumés au milieu de notre jury d'agrégation? Et cette manière de joindre les idées, la syntaxe pour les réunir a combinément un noble détour qui leur permet peu à peu de se rapprocher, de faire connaissance. Eh bien, ces méchants poussent tout droit devant eux, et quand ils peuvent plus passer, ils sautent. Vous trouvez que c'est permis? Ils disent que c'est plus commode. Commode. Ils n'ont plus que ce mot-là à la bouche. Ils verront le zéro que je vais leur flanquer pour leur commode. Voilà ce que c'est pour un pays que de sortir de sa tradition. La tradition. Vous avez dit le mot. Or, comme on voit que vous avez étudié les livres de notre solide Pedro, comme nous l'appelons, le rempart de Salamanque, le professeur Pedro de Las Vegas, plus compact que le mortier. Todo es la tradition, dit ce sage Galicien. Or, quelle est la tradition de l'Espagne, je vous prie? Ça se résume en 2 mots. Le Cid Campéador, Saint Isidore le laboureur, la guerre, l'agriculture, dehors les infidèles, et dedans notre petit champ de pois secs. Qu'est-ce que nous allions faire sur la mer? Qu'est-ce que nous sommes allés trafiquer sur ces terres au nom épouvantable? Est-ce
un bon, un authentique Castillan qui nous a pris ainsi par la main pour nous mener au-delà de la mer vers notre couchant. C'est un Génois, un métèque, un fou, un ignorant qui ne savait même pas lire une carte, bâtard d'un Turc et d'une Juive. Et cet autre qui, non content de nous trouver une autre terre, s'est mis en tête de nous apporter un autre océan, comme si l'ancien suffisait pas. Et quel est son nom, je vous prie? Magarian Biche Magel Anus Kidam. Portugais renégat, sans nul doute pour nous égarer soudoyés par le souverain de ce peuple perfide, tout cela pour ôter le respect de ses supérieurs aux vulgaires grossiers, en ne laissant ignorer à personne que la terre est ronde et que moi, le roi d'Espagne, les dames, les professeurs de Salamanque, nous cheminons, la tête en bas, comme des mouches au plafond. Encore si l'audace de ces malfaiteurs s'arrêtait là. Mais n'avez-vous point ouï parler des idées de ce Prestolet esclavon ou tartare, un certain Bernic ou Bornic, chanoine de Torne? Arrêtez. N'est-ce pas plutôt Tours en France, Turon-Imbus ou Saint-Martin fut évêque et où la maison Mab fabrique des paroissiens? Non, il s'agit de Torne, en Suisse, où les gens parlent polonais. C'est la même chose pour moi. Ce sont toujours ces régions barbares d'outre-Pyrénées dont un bon espagnol rougirait de connaître même le nom. La France, l'Allemagne, la Pologne, ce sont toujours ces brumes d'Outremont qui de temps en temps viennent offusquer notre clair génie espagnol. Que dit Borniche? Parlez sans crainte, gentilhomme. Je vous donne audience, mais allez, je suis prêt à tout. Il dit, j'ose à peine répéter une idée aussi. Il dit, la Terre, il dit que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre... Achevez. La Terre qui tourne autour du Soleil. Ouais, c'est pas plus difficile que ça. Suffit de prendre le contre-pied de ce que pensent tous les braves gens. C'est ainsi qu'on s'acquiert pour pas cher le triste renom d'originalité. Mais oh! Heureusement que de temps en temps, on pousse la farce un peu trop loin, hein? Pour voir que c'est bien le Soleil qui tourne autour de la Terre. Suffit tout de même d'ouvrir les yeux. Y a pas besoin de calcul. Suffit que de notre bon gros sens espagnol. Je hais ces fabricateurs de théories. Ce sont des choses qu'on n'aurait pas permises autrefois. Vous l'avez dit, cavalier. Il devrait y avoir des lois pour protéger les connaissances acquises. Voilà. Prenez un de nos bons élèves, par exemple. Modeste, diligent, qui, dès ses classes de grammaire, a fini par se composer son petit cahier d'expression. Hein? Est-ce qu'il n'y appartient pas? Comme si c'était une maison ou de l'argent. Et au moment où il va monter en chair, où il va jouir à son tour, voilà un borniche qui vient foutre tout en l'air. Et qui vous dit que la terre est ronde. Et que ce qui bouge ne bouge pas. Ce qui ne bouge pas bouge. Et que vous avez plus qu'à retourner à l'école. Je dis que ces gens sont de véritables voleurs. Peut-être des fous, simplement. S'ils sont fous, qu'on les enferme. S'ils sont sincères, qu'on les fusille. Voilà mon opinion. J'ai toujours entendu mon feu père me recommander de craindre les nouveautés. Et d'abord, ajoutait-il aussitôt, il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de nouveau?
Je serais encore plus fort de cet avis si je ne sentais quelque chose de malpropre et qui ne s'ajuste pas. Non, c'est que vous allez trop loin. Et vous n'avez pas bien lu les livres de notre solide Pedro. Non, que diable. On ne peut pas rester éternellement confit dans la même confiture. J'aime les choses nouvelles, dit le vertueux Pedro. Je ne suis pas un pédant. Je ne suis pas un rétrograde. Qu'on me donne du nouveau, je l'aime. Je le réclame. Il me faut du nouveau. À tout prix, vous me faites peur. Mais quel nouveau, ajoute-t-il. Du nouveau, mais qui soit la suite légitime de notre passé. Du nouveau. Pas de l'étranger. Non, du nouveau qui soit le développement de notre site naturel. Du nouveau encore un coup, mais qui soit exactement semblable à l'ancien. Apparemment, cette scène constitue une pure digression, dans la mesure où son utilité dans la marche de l'action est très réduite. À la fin de cette longue scène, on apprend que Don Léopold Auguste apporte aux Amériques la fameuse « lettre à Rodrigue », celle qui lui annonce 10 ans après la naissance de son enfant, et qui va inciter Rodrigue à déserter de son poste de vice-roi des Indes occidentales pour tenter de retrouver Doña Pruez à Mogador. La scène a donc pour seule utilité directe de présenter cette lettre qui va provoquer un coup de théâtre et entraîner un changement dans le cours de l'action. Mais cette présentation de la lettre est expédiée à la fin de la scène, au bout d'une dizaine de pages de satire bouffonne. Ce très long intermède farcesque permet surtout à Claudel de régler ses comptes avec les professeurs, et en particulier avec un certain Pierre Lasserre. Pierre Lasserre était critique de l'action française, c'était un nationaliste, un néoclassique, qui l'avait violemment attaqué dans un pamphlet intitulé « Les chapelles littéraires ». Pierre Lasserre est d'ailleurs cité dans la scène sous le nom de Pedro de las Vegas, et dans un premier temps, Claudel l'avait nommé de façon plus transparente encore, Pedro de las Sierras. Claudel se livre donc à une satire mordante des idées de l'extrême droite maurassienne, de son nationalisme xénophobe, de son rejet de la modernité, de son attachement à la tradition, à la pureté de la langue, au bon goût et à la bienséance classique. Et il se moque de l'aversion des maurassiens pour l'exubérance baroque du lyrisme claudélien. Et il ridiculise cette aversion en suggérant que cela ne peut aboutir qu'au rejet de la nature elle-même, parce qu'elle-même est pleine d'extravagance. Vous vous souvenez, révoltant, dégoûtant, scandaleux, là, sous mes yeux, un poisson qui tète. Vous trouvez ça convenable? Nul sentiment de la proportion, de la mesure et de l'honnêteté, on ne sait où mettre les yeux. Vitesse et Olivier Py font des choix assez similaires dans le jeu des acteurs. Chez Vitesse, Léopold Auguste et Fernand se tiennent debout, face publique, derrière une barrière qui évoque à la fois le bastingage du bateau, la chaire du professeur ou le barreau d'un tribunal. D'ailleurs, Léopold Auguste est habillé d'une grande tunique qui lui permet de faire des effets de manche comme un avocat. Et cela donne l'occasion au professeur de se livrer à son activité favorite, c'est-à-dire discourir de façon pédante, s'indigner de l'évolution du monde et faire peser toute sa puissance sur ces malheureux élèves en les interrogeant, en se réjouissant sadiquement de leur mettre des zéros et en les apostrophant. Je vous renvoie à la façon dont Daniel Martin dit « Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ?» adverbe de lieu qui dans le texte désigne l'Amérique, mais qu'il crie comme si des spectateurs étaient en train de chahuter au fond de la salle. Chez Olivier Py, on retrouve la même satire de la théâtralité artificielle et pédante des professeurs, avec un Léopold Auguste, John Arnold, qui se met en scène comme un professeur montant en chair, mais derrière une sorte de castelet de marionnettes. Et lui aussi interroge et réprimande les spectateurs comme s'il s'agissait de ces malheureux élèves. Par rapport à Vitesse, Olivier Py en rajoute encore dans la bouffonnerie, la folie et l'excès,
en affublant les deux personnages d'énormes chapeaux et de vêtements moulants, colorés et ridicules, en accentuant leur pédanterie par des accents de vieilles maîtresses d'école et par des gestes efféminés, par la violence fasciste de leur indignation et par des gags visuels, comme lorsque Léopold Auguste tombe à la renverse quand ils évoquent l'idée que la Terre serait ronde. Pour conclure sur cette scène, il faudrait corriger l'impression que l'on pourrait avoir que cette satire des idées esthétiques et politiques de Charles Maurras n'est qu'une longue digression, totalement inutile à l'économie de la pièce. En fait, si l'on regarde bien, la vision du monde développée par Léopold Auguste est l'exact contraire de celle développée par Don Rodrigue. En effet, Don Rodrigue rêve d'unifier la Terre. Il projette un chantier pharaonique pour permettre aux navires de traverser l'isthme de Panama par un chemin de cordes et de poulies enjambant les montagnes, ce qui est une anticipation anachronique et burlesque du canal de Panama. Don Rodrigue propose aussi, quand il croit qu'on va lui donner à régner sur l'Angleterre, prétendument conquise par les Espagnols, d'abolir les frontières et les droits de douane, et d'inviter les peuples de la terre entière à commercer librement en Amérique. À l'opposé des idées nationalistes de Charles Maurras, Claudel est un internationaliste. Certes, il ne rêve pas de l'internationale communiste, mais il rêve d'une internationale chrétienne, d'une coopération fraternelle entre les peuples. Les plans de Rodrigue pour l'Angleterre et l'Amérique sont pour Claudel l'occasion de présenter l'utopie d'un monde uni, sans frontières, où tous les peuples entreraient en communion par le commerce. La scène de Léopold Auguste apporte donc bien, comme le dit Claudel, un éclairage latéral qui vient renforcer les visions politiques et géostratégiques qu'il expose comme une utopie dans la 4e journée. Après la satire des vanités humaines, de la quête du pouvoir et des honneurs politiques ou académiques, je vous propose de voir dans un 3e temps en quoi les bouffonneries du soulier sont aussi tournées par Claudel contre lui-même, dans un geste radical d'examen de conscience et d'autodérision. Pour cela, nous allons revenir dans la première journée, à la scène 7, où apparaît pour la première fois Don Rodrigue, accompagné de son serviteur, le Chinois. Tous les deux reforment le couple traditionnel dans la comédie baroque espagnole du héros chevaleresque et de son valet bouffon, le Gracioso, couple que l'on retrouve par exemple chez Molière avec Don Juan et Sganarelle. Et nous allons voir le début de cette scène 7 avec Daniel Martin et Didier Sandre dans la mise en scène d'Antoine Vitesse, puis un deuxième extrait de cette scène 7 avec John Arnold et Philippe Girard dans la mise en scène d'Olivier Py. Vos cavaliers ont disparu! Ils sont là-bas, dans le petit bois tapis, faisant coucher leurs chevaux. L'un d'eux est blanc et éclaire tout le reste. Cette nuit, nous leur ferons compagnie! Ce n'est pas nous qu'ils cherchent. N'est-ce pas ici la grande route de Galice à Saragosse, c'est par où chaque année, le jour de sa fête? Saint-Jacques! C'est aujourd'hui! Voyez-vous cette étoile qui file? Va solennellement rendre visite à Notre-Dame du Pilier. Ce sont des pèlerins qui vont faire le cortège! Pèlerins? J'ai vu des armes à la lueur de ce coup de pinceau phosphorique, peu soucieux de se faire voir trop tôt. Fort bien! Cette affaire ne nous concerne pas. Cependant, je garde un œil sur ce petit bois de pinasse. Et moi, je garde l'œil sur toi, cher Isidore. Oh, ne craignez pas que je fuis, pour autant que vous respecterez notre pacte et ne me ferez passer la nuit auprès d'aucun cours d'eau, source, puits. Crains-tu si fort que je te baptise subrepticement? Et pourquoi donc vous donnerais-je ainsi pour rien le droit de me faire chrétien et d'entrer au ciel avec l'ornement que je vous aurais fourni? Au fond, qu'est-ce que c'est tôt que vous voulez me verser sur la tête et pourquoi y tenez-vous tellement? Qu'est-ce que vous y gagnez? Qui m'assure que les choses sont comme vous dites? Quant à ce changement spirituel dont vous parlez, croyez-vous que ce soit agréable? Qui aimerait qu'on lui change ses rognons de place? Mon âme est bien comme elle est et je n'aime pas beaucoup que les autres les regardent et me la tripotent à leur idée. Il faut d'abord que vous serviez quelque peu, monsieur, votre serviteur. Et que je t'accompagne là où certaines mains noires t'appellent. Tout près une main blanche vous fait signe. Ce n'est rien de vil que je veux. Appelez-vous de l'or une chose vile?
C'est une âme en peine que je secours. Vous ne voulez pas que j'ai peur quand j'entends un homme parler de cette façon? Pauvre Isidore! Ah! Quel maître as-tu tiré au sort? En quelle main, par le désagrément des éléments lourds et subtils de la matière, as-tu su? Vous m'avez mené à la comédie à Madrid, mais je n'ai rien vu de pareil. Salut au sauveur de la femme, des autres. Revenez à vous. Rapetissez votre cœur. Ouvrez-vous à mes sages paroles raisonnables et laissez-les enduire votre esprit malade comme le son d'un instrument. Qu'est-ce que cette femme que vous aimez? Au dehors, cette bouche peinte comme avec un pinceau, ses yeux plus beaux que s'ils étaient des boules de verre, ses membres exactement cousus et ajustés. Mais au-dedans, c'est le chagrin des démons, le ver, le feu, le vampire accroché à votre substance. La matière de l'homme qui lui est entièrement soutirée et il ne reste plus qu'une forme brisée et détendue comme un corpuscule de écrit. Horreur! Ne suis-je pas dans la dépendance de votre seigneurie? Que de fois ne l'ai-je pas supplié de songer au salut de son âme et de la mienne? Que seront dans 100 ans ces 100 livres de chair femelle auxquels votre âme s'est amalgamée comme avec un crochet? Un peu d'ordure et de poussière, des os. Pour le moment, elle vit. Et moi, je certifie que dans une existence antérieure, cette diablesse vous a fait signer un papier et promesse de conjonction corporelle. Si vous le voulez, je m'engage à exhorter cette créature disgracieuse et à lui faire rendre, par le moyen de tourments et sollicitations physiques, votre chirographe prénatal. Tu m'étonnes, Isidore, la Sainte Église ne reconnaît la vie d'aucune âme antérieure à sa naissance. J'ai cependant étudié tous les livres que vous m'avez donnés, et je pourrais les réciter d'un bout à l'autre. Frère Alméon prétend que j'en sais autant que lui. Ni à ces choses qui sont derrière moi et me poursuivent, ni à celles qui sont devant moi, un point blanc là-bas sur la mer, entre les arbres sombres. Je sens que je ne pourrai échapper. Qu'est-ce qui est derrière vous? Le galop de ces chevaux qui me poursuivent. Le commandement du roi sur son trône qui m'a choisi entre tous les hommes pour me donner la moitié du monde. Celle-là qui depuis l'éternité était inconnue de tous jusqu'à moi, ensevelie comme un enfant dans ses langes. Cette part du monde toute nouvelle et fraîche comme une étoile qui a surgi pour moi de la mer et des ténèbres. Et ce n'est pas moi plus tard qui aurais à m'y faire une place, à m'y tailler une courte province. C'est moi qui la contient tout entière alors que toute fraîche et humide encore, elle s'offre à recevoir pour toujours mon empreinte et mon baiser. Et qu'est-ce qui est en avant de vous? Un point fulgurant pareil à la vision de la mort. Est-ce un mouchoir qu'on agite? Est-ce un mur sur lequel frappe le soleil du midi? Je sais. C'est là que se trouve un certain monstre noir, à qui, dans l'hilarité de mon âme, parce qu'un sage même n'est pas exempt d'incertitude, est quasi une lubrico, si je puis dire. Je me suis laissé aller à prêter argent. Ah, nous retrouvons ton argent, puisque tu tiens à ne l'avoir que de ta négresse. Le diable sait quel trafic vous avez manigancé, et je te baptiserai, et je serai débarrassé de toi. Tu pourras retourner à ta Chine. Ah, c'est mon vœu le plus cher. Il est temps que je fructifie entre les infidèles. Car à quoi sert le jeune vin, sinon aux aubergistes pour le mettre dans de vieilles bouteilles? À quoi le boisseau, sinon pour en mesurer ces perles qui nous est commandé de distribuer aux cochons, plutôt que d'y emmagasiner le vain éclat de notre lumignon personnel? Tu te sers de l'écriture comme un épicier. Qu'importe cette épaule, je vous prie, monsieur le sauveur d'âmes. Oui, cela aussi fait partie de ces choses que je ne posséderai pas en cette vie. Mais je dis que c'était son âme seule que j'aimais. C'est elle-même, tout entière. Et je sais que son âme est immortelle, mais le corps ne l'est pas moins. Et de tous deux, la semence est faite qu'il est appelé à fleurir dans un autre jardin. Une épaule.
qui fait partie d'une âme, et tout ça ensemble qui est une fleur. Comprends-tu, mon pauvre Isidore? Oh, ma tête, ma tête. Oh, Isidore, si tu savais comme je l'aime et comme je la désire. Ah, maintenant je vous comprends et vous ne parlez plus chinois. Et crois-tu donc que ce soit son corps seul qui soit capable d'allumer dans le mien un tel désir? Ce que j'aime, ce n'est pas ce qui en elle est capable de se dissoudre et de m'échapper et d'être absent et de cesser une fois de m'aimer. C'est ce qui est la cause d'elle-même. C'est cela qui produit la vie sous mes baisers et non la mort. Si je lui apprends qu'elle n'est pas née pour mourir, si je lui demande son immortalité, cette étoile, sans le savoir au fond d'elle-même qu'elle est, ah, comment pourrait-elle me refuser? Ce n'est point ce qu'il y a en elle de trouble et de mêlé et d'incertain que je lui demande, ce qu'il y a d'inerte et de neutre et de périssable. C'est l'être tout nu, la vie pure. C'est cet amour, aussi fort que moi, sous mon désir, comme une grande flamme crue, comme un rire dans ma face. Ah, me le donna-t-elle? Je défaille et la nuit vient sur mes yeux. Me le donna-t-elle? Il ne faut pas qu'elle me le donne. Ce n'est pas son corps chéri jamais qui réussirait à me contenter. Jamais autrement que l'un par l'autre, nous ne réussirons à nous débarrasser de la mort. Comme le violet, s'il se fond avec l'orange, dégage le rouge tout pur. Nous savons ce qui se cache sous ces belles paroles. Dans cette scène 7, Rodrigue et le Chinois se trouvent au milieu du désert de Castille, dans un espace séparé du monde, un espace de pause, où les personnages réfléchissent sur leur vie et inspectent l'horizon. Or, ils se trouvent à la croisée de deux chemins. Le premier va du sud au nord-est, de Madrid à Barcelone, c'est-à-dire du pouvoir à l'amour. En effet, de Madrid viennent les cavaliers qui poursuivent Don Rodrigue pour le faire vice-roi des Indes occidentales, alors qu'à Barcelone, c'est Prouez qui attend Rodrigue. L'autre route va d'ouest en est, de Saint-Jacques-de-Compostelle à la basilique de Notre-Dame-du-Pilier à Saragosse. Et cette autre route annonce cette voie céleste que la constellation de Saint-Jacques parcourt dans le ciel tout au long du Soulier. Rodrigue se trouve donc à un croisement de sa vie, face à un choix. Choisir la voie des ambitions et de l'amour terrestre, ou la voie des aspirations divines. Ces deux voies dessinent une croix, celle à laquelle Rodrigue, comme tout chrétien selon Claudel, se trouve attaché. Dans une conférence de 1938, Claudel appelle cette croix le principe de contradiction, c'est-à-dire le conflit intime entre les exigences de la foi et les exigences de notre nature physique. Je cite, « cette ménagerie intérieure où se déchaînent les monstres de la concupiscence et de l'imagination. » Cette contradiction entre les ambitions terrestres et les aspirations divines est matérialisée par le dialogue de Rodrigue et du Chinois, qui incarnent les deux facettes d'une même âme. Comme le dit le Chinois au début de la scène, « nous sommes pris l'un par l'autre et il n'y a plus moyen de nous dépêtrer. » À première vue, Rodrigue représente la part chrétienne en Claudel et le Chinois la part païenne, la part non évangélisée, que Claudel décrit dans une lettre comme sa nature barbare, païenne, capricieuse et rebelle. C'est pourquoi Rodrigue tente de finir de convertir le Chinois récalcitrant. En fait, tout comme Claudel après sa conversion de 1886, le Chinois est le pécheur qui cherche à repousser le plus longtemps possible l'encombrante visite divine et qui regrette ses premiers engagements. C'est pourquoi le Chinois est un personnage comique, un Chinois de pacotille, un acteur tellement déguisé en Chinois qu'il en devient caricatural.
caricatural avec son faux accent chinois, son costume chinois, ses moustaches chinoises chez Pi ou, chez Vitesse, sa théière à la main. En soulignant ainsi exagérément le déguisement, Claudel nous incite à percer à jour ce personnage qui n'est qu'une caricature d'un aspect de lui-même. Et il nous incite à démasquer les sophismes de sa nature barbare, païenne, capricieuse et rebelle. En effet, le Chinois est un esprit fort qui espère bien monnayer sa conversion pour en tirer des profits matériels et qui a une vision très utilitariste de la religion, puisque selon lui, la vertu se reconnaît, je cite, à ce qu'elle comporte subitement sa récompense. Et on voit là comment Claudel s'accuse ici de pharisaïsme et tourne en dérision tous les petits calculs hypocrites et mesquins qu'il dénonce impitoyablement dans son propre rapport à la religion. Sur la question de l'amour, un parallélisme burlesque s'établit entre l'attirance sublime que l'amour sublime que Rodrigue voit à Prouès et l'attirance charnelle et vénale qui conduit le Chinois auprès de la négresse Jo Barbara. En effet, le Chinois a prêté de l'argent à Jo Barbara, et en échange, elle lui a promis de lui montrer le diable, expression dans laquelle on est autorisé à trouver des sous-entendus sexuels. Le Chinois veut donc récupérer sa bourse, autre sous-entendu sexuel possible. John Arnold, chez Olivier Py, et plus encore Daniel Martin, chez Vitesse, font paraître clairement cette assimilation du Chinois au désir charnel et matériel, à la cupidité et à la concupiscence, par toutes sortes de gestes et de tremblements à connotation sexuelle. Les discours cyniques, cupides et calculateurs du Chinois servent donc à mettre en valeur par contraste les élans d'amour pur et lyrique de Rodrigue. Rodrigue qui aspire à l'absolu, à une union des âmes parfaite avec Prouès, au-delà des déceptions de la chair. Rodrigue qui aspire à un amour mystique qui offre la délivrance aux âmes captives de leurs besoins terrestres. Et je vous rappelle les derniers mots de la pièce qui sont « délivrance aux âmes captives ». Bref, les discours du Chinois servent à marquer la différence entre Eros et Agapé, entre l'amour charnel et l'amour divin auquel Rodrigue aspire dans sa relation avec Prouès. La scène 7 de la première journée est donc le dialogue entre les désirs du corps et ceux de l'âme. Mais le Chinois, comme tous les bouffons claudéliens, est un personnage ambivalent. Il représente en même temps la voie des désirs terrestres et la voie de la sagesse. C'est pourquoi Daniel Martin, chez Vitesse, abandonne parfois brusquement son accent chinois pour se mettre à parler très sérieusement. Et en fait, Vitesse a toujours été très attentif à ces brusques ruptures de ton qu'on trouve chez Claudel. Le Chinois est à la fois, donc, le pécheur et le prêcheur. C'est ce qui explique pourquoi il adopte souvent, même si c'est de façon caricaturale, les accents d'un prédicateur qui dénonce les illusions de la chair. Le Chinois exhorte Rodrigue à se détacher de son idole bien colorée, c'est-à-dire Prouès, et il l'invite à considérer, je cite, « ce que seront dans 100 ans ces 100 livres de chair femelle auxquels son âme s'est amalgamée comme avec un crochet. » Le Chinois est le miroir grossissant et révélateur des appétits terrestres de son maître Don Rodrigue, mais en même temps, il est la voix de sa conscience. Par la voix du Chinois, Claudel mène son propre examen de conscience, et il dénonce l'hypocrisie de ses aspirations religieuses et platoniques. Quand enfin Rodrigue s'écrie « Isidore, ah si tu savais comme je l'aime et que je la désire », le Chinois répond « Maintenant je vous comprends et vous ne parlez plus chinois ». Les bouffonneries du Chinois sont donc le véhicule essentiel de l'autodérision claudélienne et de la façon dont il relie son drame amoureux avec Rosalie sans complaisance envers lui-même.
Et c'est pourquoi le mot bouffonnerie est intéressant pour désigner le comique claudélien. En effet, il désigne ce goût pour un comique énorme et farsesque. Mais il désigne aussi ce comique lié au rôle particulier du bouffon de cour. Bouffon de cour qui est le seul à pouvoir dire la vérité au roi sous couvert de plaisanterie. On retrouve ce rôle de bouffon dans le personnage de Don Camille, qui lui aussi prête sa voix à l'autodérision claudélienne. Alors évidemment, Don Camille représente d'abord le rival de Claudel, l'homme avec qui Rosalie est partie quand elle a quitté Claudel en 1906. Mais Don Camille est aussi un double de Rodrigue, donc un double de Claudel, le représentant de sa part rebelle, païenne, pleine de désirs charnels et terrestres. Il est évidemment moins caricatural que le chinois. Mais Don Camille joue lui aussi ce rôle du bouffon qui dit au roi, ici dans Rodrigue, ses 4 vérités. Et il se moque cruellement de Rodrigue à la scène 11 de la 2e journée. Là encore, Claudel règle ses comptes avec lui-même en s'accusant d'hypocrisie et de petits calculs pour apaiser sa conscience. Je vous montre donc maintenant Robin Renucci en Don Camille, face à Didier Sandre en Rodrigue, chez Vitesse, dans la scène 11 de la 2e journée. Vous n'en avez pas assez? Vous voulez en entendre encore plus? Je pense que du moins ceci vous prouvera que vous êtes leurrés, tous les deux. Elle ne vous aime pas. Elle ne vous aime pas, dites-vous. Et je vous en vois tout étonné. Mais est-ce que vous l'aimiez? Il ne tenait qu'à vous de l'apprendre. Vous vouliez satisfaire à la fois votre âme et votre chair. Votre conscience et votre penchant. Votre amour, comme vous dites, et votre ambition. Car il y a tout de même cette Amérique au fond de vous, plus ancienne que ce visage de femme, qui vous travaille. Et à quoi ce serait tellement dommage de renoncer? Comme je vous comprends. Vous vouliez vous placer dans un tel état de tentation qu'il n'y aurait presque plus de faute à y céder. Rien qu'une petite faute rafraîchissante. Et d'ailleurs, si grande magnanimité mérite bien quelques compensations, quoi de plus vertueux que d'obéir au roi, de rendre une dame à son époux et de la dérober à un ruffian. Et tout cela en se sacrifiant soi-même. L'amour, l'honneur, la vanité, l'intérêt, l'ambition, la jalousie, la paillardise, le roi, le mari, Pierre, Paul, Jacques et le diable, tout le monde aurait eu sa part. Tout cela était satisfait d'un seul coup. Toutes ces choses, il était bon et salutaire que je les entende. Ai-je dit la vérité? Il n'y manque que l'essentiel. Pour conclure, je rappellerai donc que les bouffonneries du soulier servent d'abord, par la voix des doubles de l'auteur que sont l'annoncier et l'irrépressible, à inciter le spectateur à adopter une attitude distanciée face à cette histoire romanesque et à ces personnages de pacotille. C'est le premier pas dans ce long voyage qui mène Rodrigue au détachement face au mal et à la souffrance, face aux désirs charnels et aux ambitions terrestres. Ensuite, ces bouffonneries servent à tourner en dérision les ambitions terrestres, ainsi que les personnages qui représentent le monde, la course acharnée des courtisans et professeurs aux honneurs, qu'ils soient politiques ou intellectuels. Enfin, ces bouffonneries permettent à Claudel de démasquer en lui-même ses propres contradictions, ses propres ambitions charnelles et terrestres, ses petits arrangements avec la morale. En résumé, la bouffonnerie permet à Claudel de tourner en dérision le mal. Mais il faut souligner aussi combien la bouffonnerie peut être le fait de personnages parfaitement purs, comme Donia Music ou Donia Sept Épées. Ces personnages qui représentent la foi invincible, qui ne doutent de rien,
réussissent tout ce qu'ils font et traversent les pires épreuves sans même s'en apercevoir. C'est ainsi que dans les 2 premières journées, Donia Music échappe à 2 allégories du désir sexuel. D'abord, le mari qu'on veut lui faire épouser de force, je cite, « une espèce de grand vilain toucheur de bœufs vêtu de cuir, avec sa mâchoire solennelle qui vous descend des goûts. » Puis elle échappe au sergent napolitain, qui est une espèce de maquereau qui la conduit en Italie, probablement pour la prostituer. Et, sans effort, elle se retrouve dans les bras du vice-roi de Naples, vice-roi de ses rêves, que le sergent napolitain avait inventé pour l'appâter. La bouffonnerie est donc aussi la marque des cœurs purs et de la joie évangélique. Je vous laisse donc en compagnie de Donia Music et du vice-roi de Naples, Gianni Gastaldi et Recep Mitrovica chez Vitesse dans la scène 10 de la 2e journée. Les forêts vierges en Sicile, une grotte haute et profonde, par devant laquelle tombe une épaisse brassée de lianes vertes à fleurs roses. Un ruisseau s'en échappe à travers les pierres, bruit innombrable d'eau courante, un éclatant clair de lune, à travers les feuilles étincelantes. On devine au loin la mer. Comme ces indications sont impossibles à réaliser, elles seront avantageusement remplacées par Donia Music, qui en donnera connaissance au public. Voilà l'eau. Vous avez mis toute une brassée de bois vert sur le feu. Vous allez complètement le tuer, sans parler de la fumée noire que ça fait. On la verra 10 lieues par ce clair de lune. Moi, je ne fais jamais qu'un tout petit feu. Vous n'avez pas envie qu'on vous retrouve, je suppose. Il n'y a pas besoin de feu du tout. Nous ne pouvons pas rester ici tous les deux dans la nuit, comme des bêtes. Et vous verrez la tisane que je sais faire. Avec certaines herbes que je connais, les fleurs de citronnier. C'est de tisane que vous vivez? Moi, je ne manque de rien. Ce dont vous approvisionne? Il y a là-bas sur cette espèce de pointe dans la mer, cette espèce de forêt finie. Une espèce de toit ou de chapelle à moitié fondue, comme celle dont se servaient jadis les païens, je suppose. Avec des colonnes par devant et dedans, une vieille statue de pierre, sans tête, si indécente que j'ose à peine regarder. C'est là que les gens du pays apportent toute espèce de nourriture en manière d'offrande. Vous comprenez, mon petit roi? Il ne faut pas me regarder de cette façon. Des fruits, du pain, des gâteaux, du miel, des œufs, et je ne sais qu'encore, jusqu'à des morceaux de chèvre rôti. Et tout cela, je le prends sans me gêner. Personne ne vous empêche. Ils ont bien trop peur, aucun d'eux, de rentrer dans cette forêt pour un empire. C'est la bonne femme sans tête qui boustiffe la boustifaille, vous comprenez? Quoi de plus naturel? La rue d'appétit. J'enverrai un missionnaire à ces pauvres gens. Des soldats pour me faire en prison. Qu'est-ce que c'est que de pénétrer ainsi sur mes terres, sans papier? Ce n'est pas ma faute, c'est le bateau qui n'a plus voulu avancer. Je vous l'ai déjà raconté. Il n'y avait pas un souffle d'air. Et le bateau est allé tout à coup par le fond, comme s'il était arrivé où il voulait. Quelque chose, sans doute, s'est ouvert. Je n'ai eu que le temps de sauter à l'eau. Il n'avait comment il savait nager avec la marmite et ses autres objets utiles. Mon pauvre sergent a flotté un petit peu. Pas longtemps. De quoi me dire adieu avec la main.